Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot, votre émission sportive dédiée au football africain, maghrébin et international sur la chaîne RTV. Je suis très heureux aujourd'hui d'être avec deux chroniqueurs avec qui on va avoir plusieurs sujets. On va faire un petit tour de table très rapide en commençant par Raïd. Bonjour. Bonjour Anis, bonjour Tarek et bonjour à toute la communauté de RTV et de Street Foot. Et Tarek qui est donc chroniqueur et agent de footballeur professionnel. Bonjour Tarek. Ravi de vous voir après une semaine de pause. Très bien. On va parler aujourd'hui, messieurs, des compétitions africaines. Donc la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF. On a les finales qui seront très serrées dans ces compétitions. Ensuite, on va parler de la CAN U2017 qui s'est déroulée en Algérie. Et on va terminer par le sacre de Mahrez avec Manchester City. En commençant par la Ligue des Champions, écoutez, le Wydad Raïd qui a réussi à se qualifier aux dépens du Mamelodi Sundowns. C'est ça, un peu surpris de voir le Wydad en finale avec ce qu'avaient proposé les Sud-Africains tout au long de cette compétition. Je pense que les deux expulsions du match aller ont fait beaucoup de mal aux Sud-Africains. Le Wydad a l'expérience. Tout au long de la compétition, on n'a pas vu un Wydad flamboyant, c'était très moyen. On sent que l'expérience vraiment aujourd'hui a primé dans cette rencontre. Et on va avoir une finale, une très grande finale face au National du Caire. Alors rappelons que le Wydad a réussi à faire 2 buts partout en Afrique du Sud. On va voir les images là tout de suite. Du coup, le Wydad Casablanca, donc il fait 2 partout, avoir fait match nul également Tarek sur ses terres à Casablanca. Oh. Tu voyais le Wydad se qualifier ou c'était plutôt mal parti après ce match nul à Casablanca? Pas plus surpris, mais après, c'est vrai que moi je voyais Mamelodi Sundowns, notamment je le disais lors de nos dernières émissions, ils étaient dans une bonne dynamique. Maintenant, voilà, le Wydad a l'expérience de 2. Il y a toujours le but à l'extérieur, contrairement en Europe. Et du coup, ça fait que Wydad est qualifié. C'est sûr que si on serait sur les règlements européens, il y aurait eu encore prolongation, voire tir au but, et peut-être que Sundowns serait passé. En tout cas, bravo au Wydadi. Ils montrent que c'est l'équipe en forme en ce moment. Ils vont affronter donc El Ahly sur un match aller-retour cette fois-ci. Un retour qui va se jouer à Casablanca. Voilà, qui va se jouer à Casablanca. Donc ils seront en ballottage favorable pour reprendre un deuxième trophée. Le Mamelodi qui menait par 2 fois Raïd face au Wydad, et mentalement le Wydad a réussi à passer cette étape malgré que voilà, ils étaient menés 2 fois. Ouais, c'est ça, on peut souligner quand même la force mentale de cette équipe du Wydad. Alors c'est pas flamboyant comme on l'a dit. Effectivement, aujourd'hui, l'expérience, la force mentale, revenir 2 fois à la marque face à cette équipe, dans ce milieu hostile un petit peu. On a joué à 15 heures, il faisait chaud, il y avait beaucoup de monde. Après, c'est vrai qu'ils ont eu un brin de chance sur l'égalisation, puisque c'est un défenseur de Sundowns qui a mis le but contre son camp. Effectivement, aujourd'hui, c'est quand même très surprenant de voir une équipe avec 4 coachs en une saison. On a changé quand même 4 fois d'entraîneur au Wydad. On se retrouve en finale, ils sont encore en course en Boutoula. Alors on se posait cette question, Tarek, avec le changement des coachs au Wydad, ça a porté ses fruits. Après, je pense pas que ce soit le coach qui est venu, qui a fait 2-2 grâce à lui, qui a fait 2-2 contre Sundowns. Je pense que déjà ils avaient une dynamique. Après, je pense que le changement d'entraîneur, il se passe au-dessus, au niveau directionnel du club. Voilà, ils ont voulu changer. Peut-être qu'il y avait des désaccords, je pense. Et de toute façon, c'est comme je vais un peu bifurquer. C'est comme le Barça à l'époque, le grand Barça. Tu pouvais t'asseoir sur le banc et les choses se faisaient. Je dis pas que ça se fait exactement comme ça au Wydad, mais l'équipe déjà, elle était sur des roulettes, donc il y avait juste à peaufiner quelques réglages pour le nouveau coach et à laisser rouler. Chose que Mehdi Nafti avait du mal à faire, Raïd. On a la même finale que l'année dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les 2 meilleures équipes depuis quelques temps. Clairement, aujourd'hui, le Wydad, on les voit de plus en plus dans le dernier carré. Depuis 6-7 ans, ils sont dans le dernier carré automatiquement. L'Allée, on n'en parle même pas. Ça joue pour la coupe, rien d'autre. Je vais revenir quand même à cette équipe du Sundowns. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un constat d'échec dans cette équipe. C'était quand même la grande favori cette année. Ça produisait du beau jeu. Ils avaient battu El Ahly 5-2, c'est ça? 5-2. En 2019, c'est pareil. Éliminant en demi-finale face à cette équipe du Wydad. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont trouvé leur bête noire. Ils avaient éliminé El Ahly par 5-0 aussi à cette époque. Ils n'arrivent pas encore à dépasser ce palier-là.
ça reste quand même pour moi un échec compte tenu de ce qu'on a vu tout au long de la compétition de ces Sud-Africains. Surtout la tournure du match où on a cette équipe de Sundowns qui menait 2 fois au score et qui se fait rattraper par l'équipe du Wydad. Donc chapeau bas au Wydad qui réussit encore une fois à sortir de ces demi-finales. Le Wydad donc qui sera en finale face à El Ahly. El Ahly donc qui a battu l'Espérance sportive de Tunis. On va avoir également les images entre El Ahly et l'Espérance. Rappelons que le score entre El Ahly et l'Espérance, c'était 1-0, hein, donc au Caire, alors que à Rades, l'Espérance avait perdu 3-0. C'est ça. Donc on va avoir les images des buts. C'est El Shahata qui a marqué sur une passe de Percy Tau. Flagged off for offside against Mahmoud Karaba. But then 22 minutes in, they pulled the trigger. Percy Tau with a fantastic through ball, an even better first touch from Hussein El Shahat, who then chipped the keeper beautifully for his 4th goal of the competition this season and to surely put this tie to bed at that stage. Donc cette défaite, Raïd, on la voyait venir ou pas? Oui, on la voyait quand même venir compte tenu de ce qu'on a vu de la part de l'Espérance tout au long de la saison. Bon, on pensait quand même pas que ça allait finir, on va dire, avec une fessée, hein, on peut le dire. C'est vrai qu'il n'y avait aucune adversité. Voilà, l'Espérance n'avait pas d'armes hein, concrètement pour. Alors, c'est dû à quoi, Raïd? C'est dû à quoi? Pour expliquer à nos auditeurs, l'Espérance sportive de Tunis avait beaucoup de joueurs blessés. Il y avait ce contexte qui était très difficile et il y avait également aussi l'entraîneur qui était très décrié ces derniers temps, Nabil Maloul, qui n'est plus entraîneur de l'Espérance. C'est ça, mais après c'est par la force des choses, beaucoup de blessés, un calendrier surchargé. Malheureusement, je pense qu'il n'a pas su gérer tout ça. C'est un public qui est très dur forcément. Voilà, aujourd'hui on n'est pas surpris de voir ce qui s'est passé après cette demi-finale. Vraiment, il n'y avait aucune adversité. La Ligue qui monte en puissance, qui comme d'habitude arrive à se sortir des poules, je ne sais comment. Voilà, aujourd'hui, la Ligue, ils ont des ailiers, ils ont Percy Tau, ils ont Shahat, ils ont vraiment de quoi aujourd'hui remporter cette coupe. Voilà, on verra les images. Voilà, encore une erreur de concentration de Tougaï, une sortie hasardeuse du gardien. Aujourd'hui, il y a clairement des joueurs malheureusement qui n'ont pas forcément le niveau pour jouer dans cette équipe. Tarek, tu voyais venir cette défaite de l'Espérance, hein. Tu nous l'avais dit. Bien sûr. L'Espérance, juste déjà à l'aller, je voyais carton plein pour El Ahly, c'est ce qui s'est passé, 3-0. Je pense que maintenant, ça fait 2 ans et demi que l'Espérance, ça va pas du tout. Il y a le feu à la maison, on l'a vu justement avec le président Abdi Medeb a essayé de ramener un renouveau avec Radi Jaidi. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais il y a aussi le fait aussi qu'on ne l'ait pas laissé travailler. Il dérangeait certaines personnes à l'intérieur, donc du coup, ils ont tout fait pour saboter. Après, lui aussi, Radi, il est venu avec une philosophie à l'européenne où il fallait du temps, une défense à 3, et malheureusement, à Tunis, on laisse pas le temps, hein, ça c'est des projets de jeu que tu travailles sur 2 ans au moins minimum. Et rebelote, on a vu Radi Jaidi limogé à quelques journées de la fin, et c'est le cas de Nabil Maloul, avec un retour de Shabani, donc l'ancien de la maison qui avait gagné 2 Ligues des Champions. Donc on va voir ce que ça va donner pour la saison prochaine, mais en tout cas ça sent pas bon pour l'Espérance de Tunis. Je pense que les problèmes, ils dépassent le sportif, c'est plutôt en interne. Alors Raïd, l'Espérance sportive de Tunis, donc on a dit qu'il perd 1-0 en Égypte. Il y a eu du mieux par rapport à ce match aller où il y a eu 3-0. On a vu quand même des meilleures choses. On a vu une équipe de l'Espérance sportive de Tunis qui a essayé d'un peu plus de garder le ballon et jouer un peu plus avec ses forces. C'est aussi un peu plus simple quand on a une équipe d'Al Ahly qui, voilà, après le match aller avait fait le boulot. Donc on s'attendait pas à voir un grand Al Ahly, hein, on s'attendait à voir un club qui gère cette demi-finale retour. C'est ce qui s'est passé. Donc forcément, on s'attendait pas à voir encore une fessée au match retour. Al Ahly, c'est une équipe qui a énormément d'expérience. Ils savent comment se qualifier, ils savent comment gagner. Voilà, ils ont mis leur but en première mi-temps, ils ont géré, c'est ce qui s'est passé. C'était pas un très grand match, hein, voilà, plutôt soporifique, je dirais même. Mais voilà, comme d'habitude, et voilà. Les choses étaient déjà pliées dès le match aller. Voilà, c'était déjà plié, donc voilà, aujourd'hui. Et l'Espérance, là on voit bien que l'équipe de l'Espérance a du mal en championnat. Tu les vois revenir pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine ou pas? Oui, je pense quand même que c'est une équipe qui va quand même assurer sa place en Champions League. Il y a quand même des retours de blessures qui vont arriver. Il y aura forcément moins de matchs maintenant. La Ligue des Champions, elle est passée. Aujourd'hui, on se focalise sur le championnat. Je pense que les clubs voisins, les clubs qui sont en concurrence aujourd'hui, ils ont de quoi s'inquiéter parce que forcément maintenant,
l'Espérance est concentrée sur le championnat et à mon avis, les résultats vont changer les prochains jours. Tarek, dernière question sur l'Espérance. Tu nous parlais de problèmes en interne. C'est qui, pourquoi? On connaît les problèmes à l'Espérance. On pense que déjà le président, il lâche un petit peu, en tout cas il prend du recul, il lâche pas le club. Parce qu'il est amoureux du club, mais alors on va peut-être voir les vidéos. Alors je te coupe Tarek, on va peut-être voir la vidéo de Espérance El Ali où il y a eu 1-0 de la part des. Voilà. Là, on voit une perte de balle de Tougaï, magnifique passe de Persitao pour Shahat. Alors une sortie complètement hasardeuse. Le gardien vraiment. Elle est incroyable cette sortie de Depchi. Des prestations catastrophiques de ce gardien malheureusement qui a du mal à gérer cette pression au sein du club. Le gardien Ben Cherifia qui est blessé en ce moment donc n'a pas pu tenir sa place. Il y a beaucoup de minimum pour El Ali. Il y a beaucoup de chantiers. Il y a un gros chantier dans cette équipe. Alors revenons à ce qu'on disait. L'Espérance en interne, tu nous disais qu'il y avait des problèmes en interne. Où sont les recruteurs à l'Espérance? Où est le centre de formation? Où est le centre de formation? Où sont les jeunes? Parce que moi j'ai eu des échos, et c'est bien que tu m'en parles. J'ai eu des échos il n'y a pas plus tard que 48 heures qu'il y avait eu un travail qui a été fait au niveau des jeunes, qu'il y a des jeunes qui pouvaient postuler entre guillemets pour entrer petit à petit dans le groupe A. Mais qu'il y a des bâtons dans les roues qui ont été donnés, parce que voilà, ça n'avantageait pas certains dirigeants, sans citer les noms, d'avoir des petits jeunes, parce que ça prenait la place justement à des joueurs qu'on pouvait prendre de l'extérieur. Et du coup, on va dire que, si tu veux, à Nice, ça vient pas de moi, ces informations-là. Il y a une ambiance qui règne autour de l'Espérance, et en Tunisie, tout le monde s'en rend compte, que ce soit les agents, les proches. C'est très bien de te le demander, Tarek, parce que tu es dedans, et puis du coup, tu as eu aussi affaire à t'as toujours affaire à des clubs en Afrique, et notamment à l'Espérance sportive de Tunis. Et donc aujourd'hui, les contacts avec l'Espérance sont difficiles. Sont très difficiles. Je te prends l'exemple. Moi, je te prends l'exemple. On va parler d'un cas réel. Quand je devrais ramener Karim Haribi au sein de l'Espérance de Tunis. Arrivé à l'Espérance de Tunis, soi-disant, il avait... Le joueur qui joue, alors Karim Haribi qui jouait à Nîmes, c'est ça? C'est ça, qui jouait à Nîmes, donc il y a eu un accord entre les deux clubs. D'accord. Et arrivé à Tunis, j'apprends, le président m'appelle, j'apprends que il y a une hernie discale, alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et aujourd'hui, j'ai eu la confirmation, donc il y a 48 heures, en parlant de l'Espérance de Tunis en général, j'ai eu la confirmation que tout ça, c'était du sabotage, tout simplement. Et pourquoi? C'est parce que tu as des gens qui veulent s'interférer dans les affaires? Voilà, il y a des gens qui veulent... Voilà, il y a des gens... On va peut-être pas donner des noms. Non, mais j'ai pas besoin de citer des noms. Les gens savent très bien. Les gens qui sont proches de l'Espérance de Tunis savent très bien de qui je parle. Et voilà, il y a des gens qui veulent pas d'interférence extérieure, qui veulent garder leurs affaires en interne. Affaire entre eux. Et ben, au bout d'un moment, ça paye. Voilà, et on le voit dans les recrutements, on le voit dans les joueurs. Je vais aller même plus loin, je vais pas rester trop longtemps, mais je vais aller même plus loin. Quand tu as un Tayeb Méziani qui va faire champion là avec l'Étoile et qui était à l'Espérance de Tunis et qui n'a pas gratté une minute pendant 1 an ou 2 ans, faut se poser des questions. Mohamed Larbi qui était à Ajaccio, qui avait mis 9 ou 10 buts en Ligue 1, il vient à l'Espérance, il joue pas. Faut se poser des questions. Ouais. Comment ça se fait que ces joueurs-là, il y a des joueurs qui sont mis au placard? Beaucoup de choix, voilà, beaucoup de choix. Mais de toute façon, aujourd'hui, l'Espérance, Raïd, va jouer plusieurs compétitions l'année prochaine, notamment la Super League, donc la Super League, la Coupe arabe, la Ligue des champions. Il faudra recruter. C'est ça va aller vite, tout va aller vite. La Coupe arabe, elle commence, je crois, les tours préliminaires ont déjà commencé, mais au mois de juillet, on commence les choses sérieuses. La Super League, c'est au mois d'octobre, donc ça va aller vite. Et je pense que la Super League, c'est l'objectif, je pense, de tous les clubs qui participent. Donc l'Espérance, il faudra vite régler ce chantier. Au final, ils ont peut-être 2 ou 3 mois là, pour retrouver des recrues, pour faire le ménage. Moi, j'ai une question à poser. Qui est le directeur sportif de l'Espérance de Tunis? Riyad Benour? Non. Il n'y en a pas. Dans l'organigramme, directeur sportif, il n'y a pas de directeur sportif à l'Espérance de Tunis. Riyad Benour, c'est le président, comment on dit, j'ai oublié, ça porte un nom. En tout cas, il n'est pas... Il n'est pas vice-président officiellement, il n'est pas directeur sportif officiellement, il est président de... j'ai oublié comment ça s'appelle. Officieusement, on va dire, c'est
Oui, directeur sportif. Voilà, oui, officieusement. Officieusement, mais officiellement, il n'y a pas de directeur sportif. Donc j'ai entendu qu'il y a quelques échos qui parlent de justement mettre un directeur sportif. Donc peut-être que ça changerait les choses parce qu'il y a tout à réformer Certainement. à l'Espérance de Tunis. On ne sait pas qui gère. Il y a Hamdi Medem, mais après il y a qui? Certainement. En tout cas, l'Espérance sportive de Tunis, pardon, a vraiment du pain sur la planche, comme on dit. Cette finale, très rapidement, afin de tourner cette page Ligue des champions africaine, cette finale Wydad El Ahly, vous la voyez comment? Bah moi, compte tenu de ce qu'on a vu tout au long de la compétition, je mettrais quand même aujourd'hui Al Ahly qui est en train de monter en puissance. Le seul bémol, c'est que la finale retour, elle est à Casablanca. On voit déjà les polémiques qu'il va avoir déjà, ne serait-ce qu'au match aller. Enfin, il va avoir beaucoup de pression de la part des deux clubs sur l'arbitrage, sur tout plein de choses. Mais quand même, le match retour, il est au Maroc et on sait que voilà, quand on joue le retour dans son pays, on a quand même, mine de rien, un bel avantage. Et toi, Tarek? Moi, je mettrais ma pièce sur le Wydad parce que c'est vrai, comme disait Raïd, elle allait monter en puissance, cette équipe égyptienne, mais le Wydad, ils sont bien revenus là, du match contre Sundowns, donc je pense qu'ils ont les capacités pour gagner. Après, c'est une finale, mais comme tu disais, aller-retour, ça change la donne et le retour, il est à Casa. En tout cas, on en reparlera bien évidemment dans nos prochaines émissions. On va passer maintenant donc à la Coupe de la CAF, les demi-finales. Il y a eu USMA qui s'est qualifié. L'USMA contre l'ASEC, Abidjan. On va peut-être voir également les images de USMA contre l'ASEC. Donc il y a eu un but de Bousseliou et un but de Belkacemi. Donc match aller 0-0. Le match aller, il y a eu 0-0. Donc l'USMA a réussi à tenir tête à l'ASEC Abidjan en Côte d'Ivoire. L'ASEC Abidjan qui avait éliminé Tarek, le club de Monastir. Exactement. C'est une surprise? Non, c'est pas une surprise. Je l'avais dit, si tu t'en souviens, à la dernière émission. L'USMA, c'est un gros club d'Alger. Hein. C'est assez solide, les joueurs sont payés assez régulièrement. Voilà, c'est un club très respectueux. Il y a un groupe, si je me trompe pas, semi-étatique qui gère le club, si je me trompe pas. Et c'est un gros club. Maintenant, l'ASEC, comme on le disait, c'est les meilleurs joueurs de la Côte d'Ivoire, du championnat ivoirien, que l'ASEC essaye d'attirer, mais ça n'a pas suffi contre l'ogre de l'USMA. Donc, et je vois bien même l'USMA gagner cette Coupe de la CAF. L'USMA Raid, c'est un second souffle, cette Coupe de la CAF. Oui, parce qu'en championnat, ils sont pas très bien placés. Ils ont, je pense, surtout eu la bonne idée de recruter Benchir, qui a énormément d'expérience maintenant, qui a gagné la Super Coupe de la CAF l'an dernier avec Berkane, qui a gagné la Coupe de la CAF aussi avec ce même club-là. Aujourd'hui, on sent qu'il a apporté en fait, toute son expérience dans cette équipe. Aujourd'hui, tu as des bons joueurs, hein, l'USMA, tu as l'attaquant Mayous qui s'était fait voir durant la CHAN, la CHAN de 2020, c'est en 2022 ou 2020, je sais. Le fameux penalty, c'est ça? Oui, voilà, le fameux penalty qu'il avait raté. C'est un joueur qui est très en vue. D'ailleurs, si l'Espérance a besoin d'un attaquant, il pourra peut-être s'informer sur ce joueur-là, parce qu'il y a beaucoup à revoir dans cette équipe. Comme l'a dit Tarek, je pense qu'aujourd'hui, les favoris de cette finale, maintenant face aux Young Africans, on va y revenir après. Je pense que c'est l'USMA. L'USMA, ça a toujours été une équipe qui se fait voir dans les compétitions africaines. Ils ont fait une finale de Champions League en 2015. Très difficile à jouer chez eux, hein, avec un public très très chaud. Au stade 5 juillet, voilà, il y a beaucoup d'ambiance. Mais la Tanzanie aussi, c'est pas facile. Hein. La Tanzanie joue à Dar el-Salam. C'est pas. C'est vrai qu'on peut voir cette pour la finale, ça va être compliqué pour eux. Bon, là, déjà, on va rester sur cette demi-finale. Cette demi-finale, vous voyez quand même. Vous pensiez que l'USMA allait se qualifier facilement? Parce que là, il y a eu quand même 0-0 à l'aller, puis 2-0 au retour. L'expérience, quand même, c'est l'USMA, comme l'a dit Tarek, c'est une équipe qui est expérimentée en Afrique. C'est une équipe qui joue à la Champions League, qui a fait des finales, des demi-finales. Voilà, une équipe d'ASEC. Qui a déjà fait la Coupe du Monde des clubs, ça, il y a quelques années. Alors, ouais. L'ASEC, c'est une équipe qui est très très jeune. C'est des joueurs qui sont très jeunes, ça sort d'une académie, c'est des joueurs qui sont inexpérimentés. Voilà, aujourd'hui. Je l'ai remarqué quand même cette année, on en reparlera cette année, il y avait quand même un bel engouement en Algérie du côté des supporters. On a vu des stades pleins avec l'OB Louis Ded, avec l'USMA, avec le MCA en championnat. Cette année, il y a eu quand même un engouement, je trouve, de la part des supporters. Comme tu l'as dit, c'était dans un stade plein. Voilà, l'USMA fait le travail. Voilà, ce match, cette finale qui sera aussi en aller-retour. En aller-retour. Et l'USMA, Tarek, l'USMA aujourd'hui qui se qualifie pour la finale. On a vu que Belouizdad s'est arrêté aux portes des quarts de finale. Hein. Oui. Et on a eu la JS Kabylie qui était également en quart de finale de la Ligue des champions africaine face à l'Espérance. Oui. Le football algérien se porte pas si mal.
se porte pas si mal. Après, il faut faire attention parce qu'il y a des équipes qui sont bonnes en coupe, comme la JSK. Bon, la JSK qui est en train de se rattraper depuis avec des matchs en retard, émission. Elle est en train de se rattraper. J'espère vivement que ce club, avec une nouvelle direction, ça a été officiel. Hein. Il y a une nouvelle direction. Il y a même des anciens qui sont revenus à la barre de l'administration générale. Et la JSK, ça reste, de toute façon, comme je l'ai dit, ça reste une équipe de coupe continentale, et ça, on lui enlèvera pas. Maintenant, le CRB, malheureusement, qui n'arrive pas à passer cette marche, donc qui arrive toujours à ce stade de la compétition. Mais l'USMA, ça fait plaisir de les revoir. À l'époque, c'était en Ligue des Champions qui faisait ce genre d'exploit. Maintenant, c'est en Coupe de la CAF, c'est pas plus mal. Après, maintenant, le niveau des équipes africaines, notamment on le voit avec la SEC et d'autres équipes, il s'est resserré. Donc maintenant c'est beaucoup plus compliqué pour les clubs d'Afrique du Nord de pouvoir dominer comme l'a fait aussi les clubs égyptiens pendant longtemps. La dernière équipe africaine à avoir gagné, dernière équipe algérienne à avoir gagné la Champions League, c'était Sétif. C'était Sétif, ouais, c'est ça, en 2014 il me semble. L'année d'après, justement, il y a eu l'USMA qui s'était incliné face au Mazembe. C'est ça. Donc l'USMA est toujours là, même en 2016, ils ont fait la demi. Ils ont toujours des joueurs actuellement comme Abdelrahman Meziane, qui était ancien pensionnaire de l'Espérance, qui était peut-être avec Belaïli le plus grand talent du football algérien. Il n'a pas beaucoup joué à l'Espérance. Qui a eu beaucoup de blessures. Là aujourd'hui, bon, il a pas joué, il a peut-être blessé. Je sais qu'il n'était pas sur la feuille de match, mais il a retrouvé malgré tout une santé à l'USMA. Vous avez le milieu de terrain aussi qui... J'ai plus son nom, c'est pareil, il vient de cette génération qui en 2015-2016 avait explosé du côté de l'USMA. Voilà, donc c'est une équipe qui est pleine d'expérience, qui a son mot à dire. Oui, ils ont un coach qui est expérimenté. Voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est les grands favoris de cette finale. Très bien. En parlant de demi-finale, donc on va passer à l'autre demi-finale, c'était les Young Africans, donc équipe tanzanienne qui a joué contre donc Galante, une équipe sud-africaine, et puis victoire aller-retour pour les Young Africans. Ils ont gagné 2-0 chez eux, donc en Tanzanie, et donc sur le terrain d'Afrique du Sud, ils ont gagné 2-1. C'est logique, les Young Africains, ils sont champions de Tanzanie devant le Simba. Quand on voit que Simba a quand même tenu tête au Wydad en quart de finale de Champions League, voilà, les Maremoulo Galantes, ils sont sortis de nulle part. Moi personnellement, je n'ai jamais entendu parler de cette équipe. Donc, je pense que oui, ils étaient logiquement favoris. Ça s'est montré à l'aller au retour. Voilà, là on a une image, donc là c'est 2-1, ça c'était le match au retour. Et c'est pour te dire vraiment, Anis, que Yanga et Simba, il faudra compter sur eux et sur le football tanzanien dans les prochaines années. Vous allez voir. Et on peut aussi souligner le très bon travail du coach tunisien. J'allais en venir, ça compte très bien. C'est un coach tunisien, c'est ça? C'est ça, oui, qui a eu des expériences aussi en Égypte. C'est sa méthode justement de ne pas voir de sollicitation de la part de cet entraîneur. Parce qu'aujourd'hui, il fait quand même du sacré bon boulot. Il est 2 fois champion de Tanzanie. Il a confirmé, parce que le plus dur, c'est de confirmer. L'année dernière, c'était une surprise. Cette année, il confirme. Exact. Quand on voit Simba, le niveau qu'ils ont eu contre le Wydad, ils auraient pu très bien aller en demi-finale. Quand je vois que l'espérance qui n'a pas pensé à lui, je trouve ça quand même très surprenant de la part du club. Parce que c'est clairement aujourd'hui un très très bon coach sur la scène continentale. Bon, on verra s'il a des offres cet été. Je pense pas qu'il restera du moins mais après, pour rebondir sur ce que tu dis, sur ce qu'il dit Agnès, l'Espérance, ils font du réchauffé. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux entraîneurs tunisiens, à part Radi Jaidi qui avait été demandé par les supporters, parce que c'est un peu, on va dire, la population, les supporters qui ont demandé Radi Jaidi. Sinon, c'est toujours du réchauffé. On rappelle Nabil Maloul, on rappelle l'autre, Chabani parce que c'était l'adjoint. Oui, mais après, il faut clairement, voilà, tu vois. Il faut peut-être le dire clairement que voilà, t'as Riyad Benour qui n'a pas envie que certaines personnes puissent intégrer justement l'organigramme de l'Espérance. Complètement. C'est pour ça que voilà, on voit que des entraîneurs. Il veut pas de bâton dans les roues. Sans citer de nom, en tout cas, oui, on a bien compris que c'était cette fameuse cuisine interne. Et là, de base, il y avait Carteron qui devait signer. À la dernière seconde, t'as Chabani, c'est quand même, c'est un peu bizarre. Carteron, impossible. Il viendra jamais à l'Espérance de Tunis. En tout cas, pas dans cette configuration-là. Alors, la finale, on va voir une image, la finale de la Coupe de la CAF, donc qui va opposer l'USMA face au Young African. Vous la voyez comment cette finale? Alors déjà, je sais pas si le match, je sais pas où est le match aller. Alors je sais pas si c'est l'USMA qui reçoit au retour ou pas. Mais c'est idem, ça va être des matchs Champions League, le match. Vu l'image qu'on a, ça doit être Young African vs l'USMA. Ouais. Donc à mon avis, ça va se jouer à Dar el Salem, un public très très chaud.
très très chaud. Franchement, je mets du même niveau que le public algérien. Ah oui, je ne sais pas si vous avez vu, je vous invite à regarder la finale. Et vous allez voir qu'en Tanzanie, les stades sont bondés. En plus, avec les vuvuzelas, vous n'entendez plus rien. C'est incroyable l'ambiance et ça va être très compliqué, surtout avec un climat assez tropical. Bon, on a vu l'USMA qu'ils savaient voyager. Oui, ils voyagent à l'extérieur, ils voyagent bien à l'extérieur. Et voilà, ils ont fait un bon 0-0 face à la SEC. Voilà, c'est une équipe qui est expérimentée, l'USMA. Donc on va quand même donner l'avantage à cette équipe. Ça reste sur la scène continentale, l'USMA, c'est pas n'importe quel club. Après voilà, tout le monde tout peut se passer, comme l'a dit Tarek, Dar es Salaam, c'est très très chaud. Il fait très chaud, c'est humide. Donc faudra faire je pense que des supporters de folie, ils vont pas les laisser dormir. Ça, je te le garantis. Les supporters tanzaniens, ils sont très chauds, surtout de Yanga. En tout cas, si vous aviez un favori pour l'USMA. Si vous aviez un favori pour cette finale. Clairement, on va dire l'USMA quand même. Benchir, il a quand même beaucoup d'expérience maintenant et je pense qu'il sait comment jouer ses finales. Ça va jouer pour lui. L'USMA aussi. Même faire un match nul à l'extérieur, ça va être compliqué, mais même en perdant 1-0, je pense qu'à Alger, ils vont assurer. Oui, ils pourront renverser la vapeur. Exact. On va passer à la Coupe d'Afrique, messieurs. La Coupe d'Afrique qui s'est déroulée en Algérie, la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Oui. Et on avait eu ce choc entre l'Algérie et le Maroc, on va y revenir très rapidement. L'Algérie et le Maroc qui se sont rencontrés en quart de finale. C'est ça. En quart de finale et victoire. À Constantine, donc je crois qu'il y a eu 3-0, c'est ça. Il y a eu 3-0 pour le Maroc. C'était une surprise, Raïd, ou la génération marocaine est au-dessus de la génération algérienne? C'est pas forcément une surprise quand on voit aujourd'hui ce qui se passe au sein de la fédération marocaine. C'est très organisé, c'est très carré. On sait qu'en Algérie, on n'est pas encore à ce niveau-là. Alors malgré la défaite en finale face au Sénégal, voilà, quand on voit Greg Ragui se déplace pour voir les matchs, etc., il y a quand même une certaine ambiance en fait du côté du Maroc aujourd'hui où voilà, tous les feux sont au vert. Après voilà, c'est pas bon, les hommes de Chiba, en tout cas, voilà, on voulait juste les hommes de Chiba qui ont gagné 3-0 et puis cette finale. Là, on va avoir les images donc entre entre le Maroc et le Sénégal, victoire 2-1 des Sénégalais après une ouverture du score du Maroc. Donc on va avoir les images d'ici peu. Donc ça c'était la finale de la CAN 2017. C'était une finale U17 pardon. Cette finale c'était vraiment les deux meilleures équipes qui se sont rencontrées, Tarek. Les deux meilleures générations d'Afrique. Le Sénégal, ils se sont confrontés aussi à un gros rocher, qui est le Burkina Faso. Oui. Ils ont gagné au pénalty contre une très belle équipe du Burkina Faso qui a donné du fil à retordre aux Sénégalais. Et on connaît leur qualité. Voilà, après les pénaltys, c'est la loterie. Voilà, les Burkinabés ont perdu. C'est dommage pour eux parce que le Burkina, c'est vraiment une équipe à gros potentiel. Mais ils ont toujours du mal à passer cette marche, voilà, des demi-finales pour aller en finale. Ouais. Et pour être une top équipe, ils ont toujours eu du mal. Et donc les Sénégalais, grâce à leur académie, ils étaient en finale et ils ont gagné ce match-là. Et ils sont en train de tout rafler dans toutes les catégories. Exactement, j'allais revenir. Raïd, le Sénégal qui prend la CAN, la CHAN, la CAN milieu 2017. Oui, c'est vraiment impressionnant. 17, pardon. Donc c'est vraiment la génération, c'est l'équipe nationale forte du moment. Après c'est ça, tu as des résultats quand il y a un travail de fond au Sénégal, voilà, il y a des académies, la formation de jeunes. Il n'y a rien qui arrive au hasard au final. Bien sûr. La finale opposait le Sénégal puis le Maroc. Le Maroc c'est pareil, il y a des académies, il y a des choses qui se passent, qui se développent et tu vois le résultat au final. Tu vois, tu parlais de l'Algérie, excuse-moi de te couper, Raïd, tu parlais de l'Algérie, mais tu vois la catégorie U17 ça n'a jamais été des révélations en Algérie. Malgré qu'il y ait le Paradou, quand même, c'est le seul centre de formation, on va le dire, en Algérie qui travaille vraiment correctement avec des bases européennes, voilà, qui forment des joueurs et qui essayent de les envoyer dans les jeunes catégories, même dans l'équipe A. Mais à part ça, il y a pas de travail. Au Maroc, on a l'académie Mohamed VI qui porte ses fruits. Au Sénégal, Génération Foot, Diambar, l'académie Sacré-Cœur. Il y a 4 ou 5 académies qui travaillent avec des clubs de Ligue 1 et donc ça porte ses fruits. On a quand même l'impression que le football algérien se base beaucoup sur les joueurs les binationaux, Raïd. Il y a beaucoup de joueurs qui sont formés en Europe et qui peuvent ensuite choisir l'Algérie. C'était vrai avant. Aujourd'hui, tu reprends l'équipe nationale A d'Algérie, 8 joueurs, ils ont été formés au Paradou. Tu vois. Donc, il y a ce travail de formation. Le problème, c'est qu'il n'y a que le Paradou
qui le fait. C'est comme en Côte d'Ivoire, tu as la SEC Abidjan. C'est pas généralisé dans tout le pays. Voilà, c'est pas suffisant. Au Sénégal, tu en as 4. Au Maroc, tu en as peut-être 1, voire 2, mais les fonds sont pas les mêmes. Le Royaume met énormément d'argent sur la formation. Ils font des partenariats, même si j'y crois pas trop à ces partenariats avec l'OM. Il y a l'OM qui vient faire des académies, des gros clubs qui viennent faire des académies. Donc on voit qu'il y a un vrai projet, une politique sportive. Voilà, il y a beaucoup de partenariats. En Tunisie, on n'entend rien. Qu'est-ce qui se passe en Tunisie? En Algérie, à part le Paradou, vous connaissez une autre académie? Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas de partenariat. Donc le Paradou fait le travail pour l'Algérie. Oui, maintenant, c'est peut-être pas encore suffisant. Voilà. Ouais, sûrement. En tout cas, le problème des centres de formation, c'est un problème, on va dire, central, de toute façon, en Afrique aujourd'hui. C'est une question de politique. C'est une question de politique. C'est une question de politique. Si tu veux investir, un pays comme l'Algérie peut investir sur ses jeunes. Il y a de la qualité intrinsèque en Algérie. Tout le monde le sait. Depuis l'équipe du FLN, infrastructures, c'est pas très difficile. Voilà, depuis l'équipe du FLN, elle évoluait. Tous les joueurs auraient pu, d'après l'histoire, évoluer au Real de Madrid dans les plus gros clubs. D'après les légendes, dans les plus gros clubs européens. Le problème, c'est qu'ils pouvaient pas sortir du pays. Et malgré ça, ils ont eu une grosse équipe. C'est une des plus grosses générations. Donc en Algérie, il y a de la qualité, mais il faut une politique sportive pour amener les jeunes au sommet. Ce qu'a fait le Sénégal. Raïd, cette équipe du Maroc n'a pas démérité en finale. Ils se sont fait rattraper par un but sur penalty. C'était vraiment en fin de match que les Sénégalais ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Avec un penalty, une égalisation sur penalty, et puis après sur un but sur corner. Oui, c'est vrai, le Maroc n'a pas démérité. Ça aurait pu tourner pour eux aussi. Comme pour la demi-finale, ça aurait pu tourner au Burkina. D'ailleurs, des beaux buts. Oui, c'était vraiment un très beau match. En tout cas, on a vu deux équipes qui en voulaient, et surtout, ce qui était vraiment incroyable, c'est de voir que les Sénégalais, dans leur équipe, ils avaient 3-4 joueurs de 14 ans. Donc, on va peut-être voir les images. On va peut-être lancer les images si on a la finale. Les joueurs de 14 ans, quand même. Si on a la finale, voilà, de toute façon, dès qu'on les a, on va vous les lancer. C'est la finale de la coupe. Voilà, c'est juste là. Donc, un premier but. C'est le premier but du capitaine marocain. Il y a de la taille, il y a de la taille dans les deux équipes. Ah ouais, non, c'est plutôt athlétique. Là, on voit le pénalty. L'égalisation. Voilà, encore le Sénégal, sans taper sur mes frères sénégalais, mais qui hérite encore d'un pénalty en finale. Après, bien évidemment, c'est provoqué. Un but similaire. Une erreur sur une sortie du gardien. Il y a un peu un but similaire que le Marocain a marqué. Voilà, donc le sacre. Et puis voilà, le sacre, ils vont. Je pense qu'il n'y a plus de place dans l'armoire de la Fédération du Sénégal. Je pense que le président Senghor devrait acheter une autre armoire. Ils ont tout raflé, ils ont vraiment tout raflé. Les Sénégalais, c'est vraiment une très belle génération. Félicitations à eux. Félicitations à eux. Et Raïd, donc le Sénégal, qui est sur sa lancée entre la CAN, la CHAN et la CAN U17. C'est l'équipe forte du moment, comme je te l'ai dit. Ah oui, clairement, aujourd'hui, les Sénégalais raflent tout. Et voilà, c'est un travail de fond. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si tu as le facteur chance, je rebondis là-dessus, parce qu'on en avait parlé déjà. D'ailleurs, il y a eu des commentaires des gens qui n'étaient pas contents, mais il faut dire la vérité. Et à un moment donné, le Sénégal, il y a une bonne dynamique, mais il y a eu ces facteurs chance. Je ne dis pas que l'équipe n'est pas bonne, elle est très très bonne. Il y a un moment, ils ont joué les éliminatoires, retraçons un peu leur parcours. Ils ont joué les éliminatoires contre l'Égypte. Ils ont joué les qualifications Coupe du Monde, les barrages. Ça s'est terminé comment? Penalty, ils gagnent. Ok. L'Égypte paraît pour la CAN. Oui, pour la CAN. Penalty, ils gagnent. Voilà. Si on inversait, si l'Égypte gagnait au penalty, Sénégal, on n'entendrait pas parler. Oui, c'est sûr. C'est possible. Et je rebondis là-dessus. Pareil contre le Burkina. Je vous invite je ne sais pas si vous avez regardé le résumé contre le Burkina, sans défendre le Burkina. Les Burkinabés ont très bien joué. Ça s'est perdu au penalty. Maintenant, ils sont dans une bonne dynamique. Il y a le facteur chance et c'est très bien. Alors, à contrario, exactement. Ah, mais bien sûr, complètement. Il y a un travail qui est fait derrière, etc. Et puis les amis, à contrario... C'est pour ça que je dis quand une équipe a un peu le facteur chance, je ne vise pas le Sénégal. C'est n'importe quelle équipe. Ça a été le cas de la Tunisie en 2004 aussi. Il y a des matchs contre le Nigeria, ça s'est fait au penalty. Oui, bien sûr. Quand tu travailles, tu as une bonne dynamique et tu es sérieux et tu as ce facteur chance, tu rafles tout. Et bravo au Sénégal. L'Égypte qui avait perdu, le Sénégal qui avait perdu la CAN contre l'Algérie juste avant. Donc ils étaient en finale. Voilà, ils n'ont pas eu cette chance contre l'Algérie. Ils n'ont pas eu contre l'Algérie, puis ils l'ont eu contre. Voilà. Mais ils sont dans une bonne dynamique déjà depuis qu'Aliou Cissé est arrivé. Tout simplement.
Pour confirmer en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Exact. Et puis une Coupe du Monde qui reste honorable. Ouais, qui reste correct. On attendait plus du Sénégal avec le groupe qu'ils avaient. Sans Sadio Mané, c'était quand même compliqué. C'était un peu compliqué après, voilà. Mais ils vont engranger de l'expérience. On espère pour la Coupe du Monde 2026. Ça va être plus ou moins la même ossature. Et on espère qu'ils vont se hisser au même niveau que le Maroc. Le Maroc, on va parler très rapidement du Maroc. Ils ont fait forte impression parce que même lors des phases de groupe, ils ont gagné leur match assez aisément. Ils ont rencontré l'Algérie, ils gagnent 3-0 et ils se retrouvent en finale. Le Maroc, c'est aussi dû à leur centre de formation qu'on a tout ça. Cette Coupe du Monde, Raïd réussit avec tous ces joueurs qui sortent d'une certaine académie. Il y a une dynamique du côté marocain. Après, comme l'a dit Tarek, il y a aussi ce facteur sens. En demi-finale, je crois qu'ils se qualifient en pénalty, je crois, face au Mali. Voilà, ça aurait pu. Burkina qui a battu le Mali justement pour la troisième place. De l'autre. Après, bien sûr, aujourd'hui, il y a une dynamique au Maroc, tous les feux sont au vert. Moi, je pense qu'au Maroc, excuse-moi de te couper, je pense qu'au Maroc, il n'y a pas de facteur chance. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Au Maroc, c'est du travail depuis longtemps. C'est du travail, bien sûr. Il faut féliciter le président qui fait du très bon travail. Si c'est pas pour rien que tu arrives en demi-finale de Coupe du Monde. Mais alors, on parle des équipes nationales, mais même au niveau des clubs. Berkane, la Coupe de la CAF, ils la prennent plusieurs fois. Le Wydad Casablanca. C'est un championnat majeur. Maintenant, c'est peut-être le meilleur championnat de l'Afrique. C'est un championnat majeur, alors qu'avant, il allait derrière la Tunisie, derrière l'Égypte, voire derrière l'Algérie. Aujourd'hui, c'est un des numéros 1 avec l'Égypte. Bon, il y en a d'autres comme le championnat tanzanien, sud-africain aussi qui sont là, qui tiennent la corde. Mais le Maroc, c'est un travail de fond. Il y a une vraie politique sportive. Exactement. Et donc aujourd'hui, on revient, on bifurque un peu. Tu as des joueurs, notamment grâce à l'effet Coupe du Monde, tu as des joueurs qui n'avaient pas dans leur coin de leur tête le Maroc, qui aujourd'hui vont signer au Maroc. C'est le premier choix avant l'Espagne, avant la France, avant l'Italie. Oui, et le joueur qui joue au FC Barcelone, qui est rentré récemment et qui va peut-être choisir. Voilà. Qui va peut-être choisir l'équipe nationale marocaine. marocaine. Bravo au Maroc qui a inversé la tendance en très peu de temps. C'est dû à une Coupe du Monde réussie ou pas que, Raïd? Oui, forcément. Une demi-finale de Coupe du Monde, ça fait beaucoup de bien à un pays. Et aujourd'hui, bien sûr, ça facilite les choses. Aujourd'hui, c'est plus les dirigeants qui appellent les joueurs, c'est les joueurs qui demandent à. Mais surtout, Raïd avec l'Espagne, le Portugal, quand tu bats l'Espagne, le Portugal, toutes les grosses équipes qu'ils ont battues, en fait, maintenant, le Maroc, ils n'ont rien à envier. C'est ça, comme disait Maroc aux grandes sélections. Ça a lancé aussi un message aux autres pays voisins. Hein. Bien sûr. On va pas se mentir. Hein. Aujourd'hui, voilà, sinon on était capable de le faire. Vous aussi, vous pourrez le faire aussi. Si le Maroc l'a fait, l'Algérie pourrait très bien le faire aussi. Exactement. C'est pareil. Le niveau n'est pas non plus. Il est plutôt proche entre ces pays-là. Et puis le Maroc a surtout un grand vivier de joueurs en Europe. Hein. Oui, il y a un grand vivier, mais comme il disait Raïd, il y a un grand vivier algérien, il y a peut-être un peu pas moins aussi du côté important de la Tunisie, bien sûr. de la Tunisie, mais tu peux trouver des très bons joueurs. Maintenant, c'est un signal qu'on voit à toute l'Afrique, même pas qu'en Afrique du Nord, à toute l'Afrique, que avec les moyens, avec du sérieux, avec une vraie politique sportive et avec des joueurs qui mouillent le maillot pour le pays, ben on peut battre l'Espagne, on peut battre le Portugal, on peut battre l'Italie, on peut battre tout le monde. Ouais, et puis surtout aujourd'hui, c'est aussi, soyons réalistes, en équipe de France, aujourd'hui, on n'en voit plus trop des joueurs d'origine maghrébine, on en voit de moins en moins. Oui. Donc aujourd'hui, il faudra peut-être justement changer de cap je pense que encourager les joueurs justement à rejoindre la sélection. Du côté de l'Algérie, on pense peut-être à Cherki par exemple. Ouais, c'est possible. Vraiment, on est dans une tendance, c'est bien qu'il en parle, Raïd, on est dans une tendance où, voilà, l'équipe de France, il y a des petits problèmes par rapport au Ramadan, je vais pas trop polémiquer dessus, voilà, on sait que, on va dire les joueurs d'origine maghrébine, on le voit, Benzema qui est au sommet du monde et qui est pas appelé. Oui, de confession musulmane, c'est pas que maghrébine, bien sûr. Mais plus maghrébine, je trouve, parce qu'il y a des joueurs de confession musulmane dans l'équipe de France, les Pogba et compagnie. Mais voilà, on l'a vu, il y a eu un problème Nasri, il y a eu un problème Ben Arfa, il y a eu un problème Benzema, il y a eu un problème Fekir, donc ça fait beaucoup. On trouve que ça fait beaucoup. Après, attention, toute proportion gardée aussi, ces joueurs-là, peut-être aussi ils ont eu des manquements par rapport aux autres. Il y a eu un problème Ribéry aussi, si on va plus loin. Il n'a jamais eu le ballon d'or, alors que lui n'est pas d'origine maghrébine. Oui, en tout cas, tous ces problèmes font qu'aujourd'hui, les joueurs peuvent choisir leur nation. Voilà, dernière petite chose pour passer à la dernière étape de notre émission. Le Sénégal, Raïd, au niveau de ses clubs, des clubs sénégalais, ça fait
très longtemps qu'on les a pas vus en Champions Oui, mais League, en Coupe de la CAF. après, c'est quoi, très c'est facile à politique, comprendre. c'est les joueurs qui veulent aller à Oui, l'extérieur. c'est très facile à comprendre. Les académies, donc on ship les joueurs très très jeunes. D'accord. Du coup, forcément, les clubs Exactement. ne peuvent pas se développer. Il a répondu à ta question. C'est qu'aujourd'hui, juste pour développer, comme il t'a dit, il y a les académies, les joueurs sont très jeunes. Il n'y a pas de tremplin vers un club sénégalais. Il part directement en Europe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit rarement des Sénégalais dans les pays du Maghreb. Hein. Exactement. On ne voit pas les Sénégalais. On en voit de moins en moins. Alors qu'avant, il y en avait quelques-uns, effectivement, et ceux qu'on va voir, c'est peut-être ceux de seconde zone. Bon, il y a eu le FC Tanguet il y a 2 ans en Champions oui, League, qui a gagné l'Espérance, qui avait éliminé le Raja, donc ça avait fait quand même parler d'eux. Mais bon, ouais, effectivement, aujourd'hui, ils ont retrouvé le rang. Contrairement quand même aux Marocains, c'est là où je reviens tout le temps au football marocain, c'est parce que c'est peut-être l'exemple qu'il faut suivre. Ils ont un championnat qui est peut-être le meilleur championnat en Afrique depuis ces quelques dernières années. Ils ont une équipe nationale qui se porte très bien, des jeunes derrière qui, on l'a vu à la CAN U17, des joueurs à l'étranger qui choisissent le Maroc grâce à l'équipe nationale marocaine qui fait bonne image. C'est peut-être aussi, il faut peut-être pas trop négliger le championnat. Je suis d'accord avec toi, vraiment, tu soulèves un très bon point. Tu vois, là, ce que tu viens de dire, il y a deux politiques différentes. Tu as la politique du Sénégal, on forme, on vend. Exactement, oui. C'est économique, on forme, on vend. Championnat sénégalais, on s'en fiche. Il n'y a pas d'argent, on ne les fait pas évoluer dedans, on ne veut pas faire évoluer nos équipes en Ligue des Champions en CAN. On a une base en équipe nationale A, c'est que des expatriés formés au Sénégal, pour la plupart, complétés avec des expatriés nés en France pour la plupart du temps. Le Maroc, c'est une autre stratégie. On investit sur la formation, on forme des joueurs, on développe notre championnat, mais en même temps, la diaspora marocaine qui se trouve en Espagne, en France, en Hollande, aux Pays-Bas, etc., on l'a fait venir aussi. Donc il y a un double travail. Il y a un double travail. Aujourd'hui, les Sénégalais, je ne pense pas qu'ils sont intéressés pour développer le championnat. Aujourd'hui, ils ont des joueurs expatriés. Ils ont une grosse équipe nationale. Très rapidement. Ils vendent des jeunes joueurs. Parce qu'au final, la finalité, quand tu es en bas de l'échelle jusqu'en haut, c'est quoi? C'est l'équipe nationale. Si le Sénégal va bien en équipe nationale, ce qu'il y a avant, en fait, exactement, ça ne va pas les intéresser. Le Sénégal, comme il l'a dit, il s'occupe de la base, c'est-à-dire de la formation et de la finalité. Le Maroc, il s'occupe de la base jusqu'à la finalité. Ouais. Bon, en tout cas, ça porte ses fruits, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On va passer à la dernière étape de notre émission, c'est le sacre de Riyad Mahrez avec Manchester City. Donc Riyad Mahrez qui réussit à avoir son cinquième trophée en Première Ligue, donc 4 avec Manchester City, voilà l'image de Riyad Mahrez, 4 avec City et 1 avec un championnat avec Leicester. Tarek, alors j'aimerais poser une question, c'est vrai que ça fait débat. Est-ce que Riyad Mahrez, aujourd'hui, on peut le considérer comme le meilleur joueur algérien de tous les temps? C'est vrai que ça fait débat. Pourquoi? Ça fait débat. Ça fait débat parce qu'en équipe nationale, malheureusement, il n'est pas à la hauteur de ses prestations en club. Donc c'est pour ça que ça fait débat. En général, quand tu nommes le meilleur joueur de l'histoire d'une équipe nationale ou d'un club, c'est quelqu'un vraiment qui performe à tous les niveaux. Mahrez, il y a des manquements. Qu'est-ce qu'on s'en souvient de Mahrez? Dans les grandes compétitions, il était là quand même. En Cannes 2019 contre le Nigeria, il y a un coup franc qui qualifie l'Algérie. C'est bien que tu le rappelles. On a tout de suite cette image. À part ça, il y a quoi comme image? Il n'y a rien d'autre. À part le coup franc de Mahrez avec le gars par terre, parce que le gars était par terre, ça a fait rigoler tout le monde. On n'a pas. Maintenant, ce qu'il fait en Angleterre, c'est quand même incroyable. Oui. Après, il vient de loin, Mahrez. En France, on ne lui a pas donné sa chance. Il est parti en Angleterre. Leicester, il faut rappeler que c'est une ville de rugby, c'est pas une ville de football. Maintenant qu'a été, on va dire que les caisses ont été renflouées par un dirigeant thaïlandais. Aujourd'hui, maintenant, Mahrez, ça reste. Pour toi, il y a une différence entre le Mahrez qui joue en championnat et le Mahrez qui joue en équipe nationale. T'es d'accord avec ça, Raïd? Complètement. Alors pour moi, si on doit faire une comparaison avec Madjer, pour moi, clairement, Riyad Mahrez aujourd'hui, c'est le plus grand joueur algérien de tous les temps. Alors, effectivement, c'est un beau débat. Malheureusement, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Aujourd'hui, vous avez une tranche d'âge entre 20 et 40 ans. C'est des gens, aujourd'hui, j'ai envie de leur poser la question, ils ont vécu la période de Madjer. Qui a vu les matchs de Madjer? Il y a des gens qui ont vu le championnat portugais dans les années 80. Ok, il a été champion. Oui, mais c'est comme Maradona, c'est comme Pelé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs. On n'a peut-être pas vu les images, mais leur aura et l'image qu'ils ont fait dans le football. Si tu n'as pas vu les matchs, en fait, on ne sait pas ce qu'il a fait. Peut-être que Madjer, sur les saisons qu'il fait au championnat portugais, il était très moyen. Certes, le Porto était champion, mais peut-être qu'il s'était pas. Mais il a gagné une Ligue des Champions. Il a gagné une Ligue des Champions. Mais Mahrez va peut-être la gagner dans 2 semaines. Oui,
C'est vrai, c'est ça. C'est pour ça qu'on attend de voir. Mais surtout, Madjer, la différence qu'il a, c'est qu'il a un geste technique à son nom. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et il rentrera dans l'histoire. D'accord, mais aujourd'hui... Après, c'est pas ça qui fait que c'est le meilleur joueur algérien ou pas. Exactement. Aujourd'hui, et puis Madjer a gagné la CAN également, dans les années 90. Exactement, en 1990. Il a gagné en Algérie face au Nigeria, il me semble. Aujourd'hui, Mahrez, ça fait 7-8 ans qu'il est en première ligue. Il a contribué au plus grand exploit du football anglais avec ce championnat avec Leicester, avec des meilleurs joueurs de première ligue. Aujourd'hui, ça fait 6 ans, il est à Manchester City. Et croyez-moi, Guardiola, c'est un coach, si t'es pas bon, tu dégages. Bien sûr. Raïd, alors je sais pas pour vous les amis, mais c'est vrai que l'image que j'ai de Mahrez, là où on a vu qu'il était vraiment au-dessus du lot, c'est quand il gagne la première ligue avec Leicester. Il avait une belle équipe, il avait Kanté et Vardy, mais c'est incroyable de le gagner avec Leicester. Il faut se rendre compte que la première ligue, c'est du très haut niveau. Mais c'est bien que tu en parles, parce que j'allais te dire quoi? J'allais rejoindre Raïd, mais pas totalement. C'est des équipes, le Barça, Manchester City, quand t'arrives, c'est plus simple de gagner un trophée. Bien sûr, t'es bien entouré. T'es bien entouré. Mais Leicester, comme tu l'as dit, fallait le faire avec des Drinkwater, Vardy qui vient de 6e division. Exactement. On a vu qu'il est fort. Donc là, maintenant, ça se discute. Le problème, et c'est pour ça que c'est un débat, je pense que c'est un débat générationnel. On attend nos téléspectateurs de commenter, savoir si c'est le meilleur joueur algérien. Mais aujourd'hui, en équipe nationale, on reste sur notre fin. Ouais. Mais c'est pas fini. Aujourd'hui, Riyad Mahrez, il a 31 ans. Il va faire, avec ce qui s'est passé l'année dernière face au Cameroun, croyez-moi, l'Algérie sera en Coupe du Monde en 2026. Donc il sera là. Aujourd'hui, on peut pas être. Enfin, il y a beaucoup de monde qui essaye de faire ce débat. On peut pas être légitime quand on n'a pas vécu la chose. Madjer, aujourd'hui, personne n'a regardé ses matchs en championnat au Portugal. Aujourd'hui, Riyad Mahrez, il est dans le meilleur club d'Angleterre depuis ces 10 dernières années, dans le meilleur championnat du monde. Il est entraîné par Guardiola, par le meilleur coach du monde. Mais la comparaison est un peu osée, mais c'est un peu le Messi-Maradona. Aujourd'hui, on a Messi où tout le monde a un peu, enfin voilà, la génération d'aujourd'hui a connu Messi. Maradona, on l'a peut-être pas vu jouer. Mais tu as ça raison. Reste. Mais c'est un choc générationnel maintenant. On te dira même au-delà de Madjer, parce qu'on parle de Madjer. Mais certains, notamment Raymond Domenech, même si c'est pas une référence, qui disaient que pour lui, le meilleur joueur qu'il a rencontré, c'était Belloumi. Tu vois, il y a aussi cette équipe de FLN où il y avait des très grands joueurs et qui malheureusement n'ont pas pu être exportés à l'extérieur et qu'on n'aura jamais vu ou qui pourront jamais rentrer dans l'histoire. Maintenant, dans les temps modernes, dans le nouveau temps, dans les années 2000, oui, tu peux dire qui à part Mahrez. Aujourd'hui, Mahrez, il est dans un des plus gros clubs d'Angleterre, du monde même. Voilà. Mais après, on reste sur notre fin en équipe nationale. Quand on voit la concurrence que Riyad Mahrez vit depuis ces dernières années, il est toujours à Manchester City. Quand on voit des joueurs comme Sterling, après c'est plus un remplaçant, exactement. C'est plus un second couteau qu'un premier couteau. Il y a Bernardo Silva, c'est un premier couteau bis. Mais Guardiola, il a toujours fonctionné comme ça. Il y a des périodes où tu joues pas. Bernardo Silva, il a eu des périodes aussi où il jouait plus à Manchester. Et puis Foden aujourd'hui qui joue pas du tout. En tout cas, c'est un excellent joueur. Moi, je pense qu'il faut laisser nos téléspectateurs nous répondre en commentaire. Je sais pas ce que tu penses. Exactement. Et puis comme l'a dit Raïd, de toute façon, Mahrez, c'est pas fini avec l'Algérie. C'est pas fini. Il a 31 ans encore. Il y a une Coupe d'Afrique qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Il pourra encore gagner des trophées. Il en fera au moins 2 encore des cannes. Mais tu vois, Mahrez, par exemple, Raïd. Mahrez, c'est un peu, on a connu ce cas sur différents joueurs qui jouaient justement en Europe. On prend le cas d'Aubameyang. Aubameyang qui foudroyait les défenses anglaises et qui arrive au Gabon avec des pantoufles. Tu vois, après, voilà, c'est pas le même type de jeu, c'est ça aussi qui fait qu'ils peuvent pas briller de l'autre côté de la Méditerranée. On a la mémoire courte quand même. Riyad Mahrez, il a fait des qualifs de Coupe d'Afrique, il a qualifié, c'est lui qui porte l'équipe. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi on se focalise sur son but face au Nigeria, mais dans cette Coupe d'Afrique, c'est lui et Belaïli qui font que l'Algérie concrètement remporte cette coupe. Oui. Il a quand même fait des choses. Après, Belaïli, il est quand même un cran dessus en équipe nationale. Oui, ok. Faut dire la vérité. On a l'impression que Belaïli, on a l'impression que Belaïli se donne beaucoup plus. Exactement. Ça vient plus de son côté. Mahrez, il est là dans les moments importants pour faire la différence. Voilà, on va dire que c'est complémentaire. Mais je pense pas qu'il faut cracher sur la carrière de Mahrez en équipe nationale. Ah non, loin de là, c'est un très grand joueur. Maintenant, c'est juste ce choc, ce choc générationnel entre ceux qui vont être pro Madjer et puis Madjer. Il faut aussi dire, il a mal terminé
son histoire avec l'Algérie. Il n'y a pas très longtemps, il se faisait siffler avec ce... Il a encore des histoires. Moi, j'ai parlé dernièrement avec lui. Il a encore des histoires qui peuvent l'amener en prison, etc. Il a des affaires avec la justice. J'espère que ça va aller mieux pour lui. Il y a son fils qui joue avec les espoirs du Qatar aussi. Effectivement. C'est pas top. Enfin, du côté algérien, on va dire que le cordon est rompu un peu entre lui et l'Algérie, mais ça va revenir parce que comme on disait en off, Raïd disait en off, les Algériens sont pas rancuniers, donc il reviendra à la maison tôt ou tard. Maintenant, juste pour boucler ce débat, Riyad Mahrez, c'est typiquement, pour les amoureux du football algérien, c'est typiquement le joueur algérien qu'on aime. Oui. Technique, qui joue comme à la cité, il faut dire la vérité. Techniquement un peu frêle, une belle patte gauche qui peut te mettre à l'amende n'importe quel joueur. Et ça, on aime beaucoup, que ce soit en Algérie ou tous les amoureux des joueurs techniques. En tout cas, Raïd a fait son choix. Raïd, pour lui, c'est Riyad Mahrez. Mais après, on n'est pas. C'est discutable. En fait, c'est compliqué d'aller comparer des joueurs qu'on n'a pas vécu. Enfin, faut regarder les matchs. Aujourd'hui, tu vas demander. C'est comme Pelé ou Socrates. Voilà, tu vas demander à quelqu'un, donne-moi des références sur des matchs de Madjer, et qui va te répondre concrètement. Personne ne les a vus, ces matchs-là. Aujourd'hui, Riyad Mahrez, il joue dans le plus grand championnat. Le football, il a évolué. Je pense qu'il est beaucoup plus dur qu'à l'époque. C'est comme les jeunes 2017, 2020 qui nous diront plus tard, mais Mbappé, il est plus fort que Zidane. Ils n'auront pas connu Zidane. Aussi, Je suis sûr et certain qu'ils nous diront ça, les jeunes. Exactement. C'est vrai. Il nous reste pas très longtemps. Juste vous dire qu'actuellement, moi je pense que vous êtes au courant, il y a la Coupe du Monde des U20 qui se déroule en Argentine. Elle devait se dérouler en Malaisie, mais on y reviendra dans la prochaine émission pour expliquer pour quelles raisons. Cette Coupe du Monde, vous avez un favori ? Je n'ai pas de favori, mais j'aimerais juste rajouter une information sur la CAN U17, vu que tu parles de la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, il y a donc les 4 demi-finalistes qui sont qualifiés. Donc le Burkina, le Mali, le Sénégal et le Maroc pour la Coupe du Monde U17. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, en tout cas, on en reparlera, Raïd, de cette Coupe du Monde, parce que la Tunisie joue ce soir, je crois, contre l'Angleterre, champion d'Europe en titre, c'est ça ? C'est ça. On y reviendra dans... Malaisie qui a été retirée parce qu'elle ne voulait pas de la participation d'Israël. Et c'est ça, exactement. Voilà. Bon, on y reviendra dans les prochaines émissions, on expliquera tout ça à nos auditeurs. En tout cas, merci de nous avoir suivis, on vous dit à bientôt. Merci.